en remerciant toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent de ce Facebook Live de France-Amérique latine. Un Facebook Live qui aura 4 épisodes, un tous les mardis à 19 h, autour de la situation en Amérique latine et notamment après la crise sanitaire. On a tenu absolument à ce que le premier de ces événements puisse tourner autour de Haïti. Et je remercie Camille Chamers d'être parmi nous. C'est un vrai plaisir. D'abord de se revoir parce que ça fait au moins un an et demi qu'on ne s'est pas vu. Et puis, deuxièmement, pour nous apporter son regard d'économiste, puisque c'est un professeur d'université en économie. C'est aussi le directeur exécutif de la PAPDA, une organisation avec qui nous avons beaucoup de respect depuis très longtemps en Haïti. Et il est aussi du comité de direction de la PAPAI et aussi comment dire, un imminent politique haïtien. Je crois que c'était important pour nous d'avoir ton sentiment sur ce qui se passe, ou comment plutôt cette crise, cette pandémie du Covid-19 s'est déroulée en Haïti, déjà meurtrie par des ouragans, par des séismes, par pas mal de catastrophes, mais aussi par un néolibéralisme, un capitalisme qui épuise et ses sols et sa population. Mais je préfère te laisser la parole parce que c'est toi que ceux et celles qui nous ont rejoints veulent t'entendre. Donc, merci dans ce premier temps donc de nous dire, Camille, comment tu vois la situation de ce Covid-19 en Haïti et comment les choses se passent. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir d'être aujourd'hui dans ce débat avec France-Amérique latine, qui est une structure avec laquelle on entretient des relations fraternelles depuis très longtemps. Donc, on salue toute l'équipe de France-Amérique latine et on salue aussi les téléspectateurs qui sont avec nous aujourd'hui sur Facebook. Alors, la pandémie du COVID-19 a été déclarée présente en Haïti à partir du 19 mars. Donc, le 19 mars, le gouvernement a fait une déclaration solennelle en pleine nuit pour dire qu'ils avaient découvert 2 cas confirmés de COVID-19. Alors, le premier élément, c'est que effectivement, Haïti a été l'un des pays qui a reçu cette pandémie très tardivement. Ça veut dire qu'on avait pratiquement 3 mois pour se préparer et le gouvernement en place n'a pratiquement rien fait pour anticiper la crise et mettre en place un minimum de structures qui permettraient à la population de faire face à la pandémie. Par exemple, la plupart du personnel infirmier réclamait des retards de salaire de 18 mois qui n'avaient même pas encore été payés. Donc, vous voyez, donc aucune mesure d'anticipation qui permettrait à la population non seulement de mobiliser ses ressources, mais aussi d'être en mesure de faire face à la crise. Il faut dire aussi que la pandémie arrive en Haïti en mars 2020, dans une situation où le pays est plongé dans une très grave crise multiple, économique, sociale et politique, et qui dure depuis 3 ans. Une crise économique qui est caractérisée par une massification de la misère. On parle de 4,1 millions d'habitants sur 10 millions qui ne peuvent pas se nourrir convenablement. On n'a jamais eu ce taux d'insécurité alimentaire depuis au moins une vingtaine d'années. Et une situation où la gourde, la monnaie nationale, est en train de s'effondrer par rapport au dollar américain. Elle a perdu 75% de sa valeur en 2 ans. Une inflation importante de 25%, donc une inflation très élevée, et un gouvernement qui refuse d'augmenter le salaire minimum qui permettrait à la population de récupérer une partie de son pouvoir d'achat. Et évidemment, un chômage massif qui atteint 70% de la population économiquement active. Et tout ceci dans le cadre aussi d'une grave crise politique, puisque le président que nous avons actuellement, c'est un président qui n'a pas été convenablement élu, c'est un président qui a été imposé par les États-Unis et qui, depuis son élection, n'a pas su construire un minimum de légitimité. Au contraire,
il dirige pratiquement en s'opposant à la majorité des secteurs vitaux de la population et il est animé de projets de régression économique, sociale et politique qui est défendu par un groupe, un clan politique qu'on appelle le PHTK, le Parti haïtien des têtes calées, et qui est un parti d'extrême droite et qui a pris le pouvoir depuis 2011 et avec l'appui de la famille Clinton et qui a un projet politique clairement proto-duvalieriste. Pour eux, il s'agit de revenir à un système autoritaire, à un système autocratique, et ils se revendiquent idéologiquement clairement de la continuité du duvalierisme. Donc, pendant ces 2 ans et demi, c'est un gouvernement qui a essayé de saper toutes les conquêtes acquises par la population, les conquêtes démocratiques, les droits du travail notamment. Donc, il y a eu une attaque en règle contre les travailleurs, une attaque en règle contre les droits sociaux et politiques, et beaucoup de tentatives pour essayer de réinstaller une dictature. Ça n'a pas marché vraiment parce que la population résiste, parce que la population a déjà une adhésion très forte à une culture démocratique, donc il y a une très forte résistance. Et cette résistance s'est traduite en de puissantes mobilisations, notamment quand, en juillet 2018, le Fonds monétaire international a recommandé une augmentation des prix à la pompe de l'essence qui variait entre 35 et 51% d'augmentation d'un coup. Donc la population s'est jetée dans la rue et la vie a été paralysée pendant de longs mois. Et il y a eu un cycle de mobilisation qui a duré pratiquement 2 ans, de juillet 2018 jusqu'à décembre 2019. Rebonjour, c'est les aléas du direct, comme diraient nos amis de la télévision, et en même temps de l'éloignement avec un Internet qui est toujours un peu… je te relaisse la parole. Tu étais en train de nous décrire la situation politique, la crise politique avec le PHTK et la manière dont il s'est implanté en Haïti, et tu nous parlais de ce site de mobilisation qui a duré près de 2 ans. Oui, c'est ça. Donc, c'est un gouvernement qui a réussi à s'isoler totalement politiquement, même les secteurs traditionnellement alliés au pouvoir ont lâché le pouvoir et ont réclamé également la démission de Jovenel Moïse. Donc, c'est un président de la République qui arrive en décembre 2019 dans une situation d'isolement politique total et d'incapacité de gouverner. Il a même des difficultés pour sortir chez lui pour aller au Palais national. Donc, pendant cette période, il y a eu un rapprochement extrêmement intéressant entre les différents secteurs progressistes. Il y a eu la construction de nouvelles plateformes politiques et il y a eu un processus, par exemple, de consolidation d'un secteur de la gauche avec 5 structures politiques qui ont monté un front politique qui a travaillé de façon très intense dans le cadre de cette mobilisation. Alors, cette mobilisation était intéressante non seulement à plusieurs titres. Non seulement c'était une dénonciation globale du système politique mis en place par l'impérialisme. Donc, on demandait non seulement le départ du président de la République, mais aussi comment jeter les bases pour une restructuration du système politique, notamment du système électoral. Parce que nous avons un système électoral qui est totalement contrôlé de l'extérieur, qui est colonisé, qui a été mis en place pendant l'occupation de la MINUSTAH et qui est la volonté du peuple haïtien. Donc, il fallait absolument décoloniser le système électoral et il fallait aussi enlever ce système électoral aux forces qui sont liées au secteur de la drogue, qui sont également dominants dans le cadre du PHTK. Donc, pour faire ce travail, on a réclamé une période de transition politique qui permettrait non seulement d'ouvrir un large débat national sur la question de la Constitution, une Constitution de 1987 qui a pris des distances par rapport au système oligarchique traditionnel, mais qui n'a jamais été appliqué véritablement, et aussi un processus qui permettrait de faire la lumière sur les différents scandales de corruption qui ont caractérisé ces 10 dernières années, notamment suite au séisme de 2010 et également suite au contrat Petro-Caribé. Donc, c'était une proposition extrêmement intéressante qui allait beaucoup plus loin que simplement demander le départ du président de la République, mais qui voulait, et ça, les manifestants le disaient même dans la rue, changer un système. Il fallait changer le système. Donc,
Ça ressemble beaucoup à la dynamique que nous avons vue au Chili et un peu en Équateur, où les manifestants voulaient effectivement un changement profond des structures du système politique, qui est un système politique qui échappe à leur contrôle et qui est complètement capturé par l'impérialisme et les forces oligarchiques. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'arrive le Covid. Et un peu avant, Jovenel Moïse a bénéficié du soutien inconditionnel de l'impérialisme américain, du soutien inconditionnel du secrétaire général de l'OEA, et on lui a demandé de former un gouvernement, entre guillemets, d'unité nationale, de réformer la Constitution et d'organiser des élections. Alors, il faut souligner également pour le public que nous avons un retard de 1 an et demi par rapport à l'organisation des élections, ce qui nous a conduit à une situation de vide parlementaire. Aujourd'hui, Jovenel Moïse dirige sans Parlement parce qu'il n'a pas eu la possibilité d'organiser les élections en 2019. Donc, c'est une situation qui, justement, l'arrivée du Covid-19 a permis à Jovenel Moïse de changer complètement ce qui dominait l'opinion publique, essayer de faire oublier la crise politique, essayer de faire oublier la nature de son gouvernement. Et évidemment, il a instrumentalisé le Covid-19 à plusieurs titres. Première instrumentalisation, c'est le fait de profiter du Covid-19 pour capter du financement externe, puisque c'est un gouvernement qui travaille sans budget, sans autorisation parlementaire. Et là, maintenant, avec le Covid, ils ont accès à des ressources assez abondantes au niveau du financement international. Et ils instrumentalisent aussi la crise pour essayer de démontrer qu'ils sont capables de gérer, donc pour essayer de se refaire une jeunesse politique. Et ils utilisent de façon très honteuse cette crise pour faire de la publicité électorale. Donc, les distributions alimentaires, les distributions de cash sont assurées dans le cadre du PHTK. On fait de la publicité électorale pour la femme du président, sur les kits alimentaires, etc. Donc, une utilisation scandaleuse de cette crise pour renforcer le PHTK et préparer les prochaines élections. Et pour vous donner un exemple des scandales qui sont associés à cette gestion, et le gouvernement, à la fin du mois de mars, a décidé de déporter 18 millions de dollars américains de produits de la Chine. Et cette décision a été prise sans consultation avec les gestions étatiques, sans consultation avec la cellule scientifique, parce qu'ils ont créé aussi une cellule scientifique. Donc, personne ne sait sur quelle rationalité on a choisi de commander ces équipements, qui sont arrivés, bien sûr, avec beaucoup de retard. Et il n'y a aucune transparence sur la disponibilité réelle des équipements qui ont été commandés, qui ont été d'ailleurs, cette commande a été gérée par une firme privée, qui est une firme gérée par quelqu'un qui est très proche de la femme de Martelly, n'est-ce pas? Et qui n'a aucune compétence dans le cadre de la santé publique. Donc voilà, c'est un peu dans ce cadre-là que nous avons entamé le mois de mars. Et de mars à maintenant, la progression de la pandémie s'accélère. Nous sommes déjà à plus de 1000 cas maintenant et 27 morts, 31 morts. Et effectivement, de plus en plus, tous les départements sont affectés. Et je veux souligner rapidement qu'il y a quelques éléments extrêmement graves dans la gestion de cette crise par le gouvernement. J'ai déjà signalé la question de l'instrumentalisation politique et aussi des cas de corruption. Mais aussi, il faut souligner deux choses importantes. Le 19 mars, ils ont déclaré que les parcs industriels étaient fermés à cause du Covid, en réclamant un confinement. Et quelques jours après, moins de 10 jours après, ils ont rouvert la moitié des parcs industriels pour répondre à la demande américaine, parce qu'on fabrique des vêtements chirurgicaux, des blouses pour les médecins et les infirmières, et les États-Unis ont exigé que les parcs industriels soient rouverts. Et ces parcs ont été rouverts sans les précautions minimum de santé pour protéger la vie des ouvriers. Donc, évidemment, la vie de nos ouvriers n'a aucune valeur. Il faut prioriser les besoins de profit de ces entreprises et les besoins du marché américain. Un deuxième scandale que je veux signaler également, c'est les déportations, parce que presque chaque 2 ou 3 semaines, le gouvernement Trump renvoie en Haïti un ensemble de personnes qui ont été condamnées par la justice américaine, qui ont fait de la prison, etc. Et alors que les États-Unis sont l'épicentre
de la pandémie, avec une situation dramatique, par exemple, au niveau de la ville de New York, il continue cette déportation. Hein? Et vous savez que dans les cohortes qui sont déportées vers l'Amérique centrale et la Caraïbe, on a testé 8% des gens qui vont être déportés, et de ces 8%, il y a la moitié qui sont infectés de COVID-19. Ça veut dire que pendant cette crise, on exporte pratiquement des gens qui sont infectés vers le pays, et le gouvernement n'a pas eu le courage de réclamer ni un moratoire de cette déportation qui pourrait reprendre 4 ou 5 mois après. Voilà, donc dans ce sens, c'est très très important de voir que cette gestion qui est faite est une gestion aussi totalement inadéquate et inappropriée. La plupart des mesures qui sont adoptées sont des mesures qui sont copiées sur les décisions des dirigeants des pays occidentaux. Donc M. Jovenel Moïse a une admiration pour Trump, par exemple, et il répète souvent ce que dit Trump. Et il y a le fait que, si je prends par exemple la question du confinement, on a déclaré un confinement général, alors que si on prend l'exemple de la ville de Port-au-Prince, où 92% de l'emploi est un emploi informel, ça veut dire que la grande majorité de la population vit au jour le jour et est obligée de sortir dans les rues pour aller se faire un peu de revenus pour alimenter sa famille. Donc, condamner les gens au confinement, c'est pratiquement les condamner à mourir de faim. Et c'est encore pire en milieu rural, quand vous demandez à un paysan de ne pas sortir chez lui pour, par exemple, s'occuper de ses animaux. Il doit s'occuper de ses animaux tous les jours. Parfois, il doit marcher 4, 5, 6 kilomètres avant de trouver un point d'eau. Donc, c'est absolument inapplicable et ça n'a absolument aucun sens. Et le gouvernement, non seulement fait une instrumentalisation politique et électorale de la crise, mais aussi, on profite de la crise pour faire de la répression. Bien sûr, avec la crise, toutes les manifestations publiques sont interdites et ils ont introduit un couvre-feu de 8 heures du soir à 5 heures du matin. Et sous prétexte de couvre-feu, il y a eu beaucoup de répression contre la population, et des bastonnades, des emprisonnements arbitraires, etc. Et là, récemment, ça fait 2 jours, ils ont sorti un décret pour renouveler la période de confinement, la période d'état d'urgence sur 2 mois. Et ils ont réduit encore une fois la possibilité de se rencontrer avec 5 personnes. On doit 5 personnes au plus. Si 6 personnes se rencontrent, c'est un crime et on est arrêté et on doit payer des amendes très élevées, etc. Et donc, je disais que la pandémie arrive en Haïti à un moment où le système de santé est pratiquement détruit, le système public de santé qui a subi les coups des politiques néolibérales. Non seulement il était déjà très faible, mais en plus, il y a eu tout un processus de négligence et de privatisation. Et en fait, le gouvernement actuel n'a jamais accordé de la priorité aux investissements en santé publique. C'est seulement 4,4% du budget national qui est consacré à la santé publique. Et les allocations vers la santé publique ont diminué au cours des 5 dernières années. Je peux prendre l'exemple du budget 2017-2018 où le Parlement seul consommait beaucoup plus que ce qui était destiné au ministère de la Santé publique pour 11 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas un secteur prioritaire, c'est un secteur complètement négligé. Et en plus, suite au tremblement de terre de 2010 et la présence de beaucoup d'institutions internationales qui, par la suite, ont fermé leurs portes, donc il y a eu un très, très grand problème aussi de viabilité de certaines institutions. Et les institutions publiques qui fonctionnent actuellement n'offrent pas vraiment de services gratuits. Les services sont théoriquement gratuits, mais le patient doit tout acheter. Il doit acheter son coton, il doit acheter ses seringues, il doit acheter ses médicaments. Donc, finalement, il y a un coût très élevé pour se faire soigner de quelle que soit la maladie. Donc, voilà, donc c'est un système très, très faible avec très peu de médecins. Je dois rappeler qu'il y a plus de médecins haïtiens travaillant au Canada, en Haïti, au Canada et aux États-Unis qu'en Haïti. Et donc, et avec très, très peu de capacités réelles en termes de ressources humaines, en termes de matériel pour faire face à la situation. Seulement 124 lits d'hôpitaux qui étaient prêts à se fournir des soins intensifs d'urgence. 124 lits d'hôpitaux pour 11 millions d'habitants. Donc, on peut s'imaginer ce que ça peut représenter comme menace
dans le cas où on aurait effectivement une flambée épidémique importante qui atteindrait une grande partie de la population. Voilà, donc, et dans ce sens-là, c'est très important de souligner que la crise du Covid-19, comme d'ailleurs au niveau mondial, arrive au milieu d'une crise qui était déjà assez sérieuse, la crise du système capitaliste mondial, une crise financière qui s'annonçait déjà en Haïti. La crise du Covid-19 arrive en plein milieu d'une crise économique, politique, sociale et institutionnelle très sévère. Et en ce sens, l'une des conséquences négatives, c'est que la population ne fait pas confiance au gouvernement et n'obéit pas aux consignes de sécurité parce que, en fait, la population est habituée à un gouvernement qui ment, qui déforme la vérité, qui manipule les faits, manipule les chiffres. Et la population, pendant longtemps, et même jusqu'à aujourd'hui, est dans une situation de déni en disant que la pandémie n'existe pas, c'est une manipulation pour des fins politiques. Et ça, c'est très grave parce que beaucoup de gens qui auraient pu se protéger ne se protègent pas, puisqu'ils ne font pas confiance aux directives du gouvernement, qui d'ailleurs a créé un comité d'information permanent sur le Covid depuis le mois de mars, mais en fait, ce comité fait de la désinformation, ne répond pas aux questions et ne fournit pas les informations clés qui permettent à la population de suivre la situation. Donc, il y a une méfiance totale et les gens n'ont pas confiance puisque même les promesses qui ont été faites, par exemple, à partir du mois de mars, et ils avaient promis de payer la moitié des salaires aux ouvriers qui étaient au chômage. Ceci n'a pas été fait. Ce qui a été payé n'atteint même pas les 25% de leur salaire. Et ils avaient promis des masques par millions et les masques arrivent très lentement. Ils sont plus fabriqués par les artisans, les petites entreprises haïtiennes que par des distributions étatiques. Donc, il y a une ambiance où vraiment les institutions de l'État ne sont pas capables de vraiment protéger la population. Elles ne sont pas crédibles non plus et ne peuvent pas, dans cette conjoncture, construire une nouvelle crédibilité. Donc, voilà, c'est ça la situation. Maintenant, en face, nous avons, dans le cadre du Forum patriotique de Papaye, on a créé en août dernier un forum patriotique qui a essayé de rassembler toutes les forces progressistes et patriotiques dans la crise politique pour essayer d'offrir une alternative. Et c'est dans ce cadre-là que nous essayons de répondre à la crise du Covid-19 en lançant le mot d'ordre de la création de comités de solidarité sur tout le territoire, comités de solidarité départementaux, communaux et même au niveau de la section communale, de façon à ce que ces comités de solidarité puissent mobiliser toutes les ressources disponibles au niveau de leur région pour faire face au Covid-19. Je dois souligner à ce niveau-là quelque chose de très important, c'est que le gouvernement a créé un comité scientifique de 14 personnalités et dans ces 14 personnalités, il n'y a personne qui travaille sur la médecine traditionnelle haïtienne, alors que nous avons un patrimoine immense de connaissances, de savoir qui est utilisé par la population. La plupart des Haïtiens sont soignés par la médecine traditionnelle et nous avons non seulement des dizaines de milliers de docteurs feuilles actifs, mais on appelle en Haïti les docteurs feuilles, les médecins feuilles, mais en plus, il y a des chercheurs au niveau de l'université qui se sont consacrés au cours des 30 dernières années à faire des études sur la médecine traditionnelle, on fait de la systématisation, on fait de la publication, etc. Et tout ceci n'a pas été convoqué pour être mobilisé face au Covid-19. Donc nous, évidemment, au niveau de nos comités de solidarité, on a une approche différente. On essaie de mobiliser toutes les forces disponibles, non seulement au niveau de la médecine traditionnelle, mais également tout ce qui peut se mobiliser au niveau des jeunes, au niveau des anciens étudiants en médecine, au niveau des retraités qui ont une certaine connaissance au niveau de la santé publique, etc., de façon à ce qu'on ait des comités actifs qui peuvent travailler sur la sensibilisation, l'information et les mesures barrières, mais également qui peuvent offrir des alternatives à la population et qui, en même temps, arrivent à connecter cette stratégie de protection communautaire avec la lutte politique globale que nous menons contre le PHTK. Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est justement d'empêcher l'organisation des élections que le gouvernement veut faire cette année en 2020, parce que nous disons que les conditions ne sont pas réunies pour ces élections-là. La base de données qui est en train d'être construite est une base de données totalement contrôlée
par le PHTK et tout le monde a l'impression qu'on nous prépare des élections préfabriquées avec des résultats connus d'avance pour pouvoir renouveler le PHTK au pouvoir. Donc nous insistons, malgré la crise, sur la nécessité d'avancer vers une période de transition politique qui est absolument indispensable aujourd'hui, puisque nous avons un vide institutionnel qui ne peut être comblé que dans la logique d'organisation d'élections générales, mais ces élections doivent être effectivement souveraines, contrôlées par les acteurs politiques haïtiens et donner suffisamment de garanties à la population que sa volonté ne sera pas trafiquée comme elle a été par les États-Unis d'Amérique au cours des 2 dernières élections présidentielles. Merci Camille, ce tableau qui est à la fois clair et assez complet de la situation. Si, au dehors des soutiens que vous pouvez avoir à l'intérieur, est-ce que quelque part il y a des liens qui se forment au niveau de la Caraïbe, ou bien est-ce que Haïti est complètement isolé de la Caraïbe? Je pense notamment bien sûr à la République dominicaine pas loin, mais aussi à Cuba. Et puis peut-être en face éventuellement au Venezuela. Oui, bon, alors comme tu le sais, le président actuel a voté contre Maduro au niveau de l'OEA sur ordre de Trump, en faisant une trahison honteuse de toute la tradition de solidarité que nous avons avec ce pays, qui remonte au XIXe siècle. Et donc, du côté du Venezuela, il n'y a pas vraiment de coopération possible au niveau des 2 États. Mais avec Cuba, comme tu le sais, depuis 1995-96, il y a une brigade médicale cubaine en Haïti qui est composée de 800 personnels, qui est présente en Haïti depuis très longtemps et qui est très, très, très bien vue, très intégrée au niveau de la population. Mais l'État haïtien n'affiche pas publiquement cette coopération de peur de la colère de Trump. Et donc, il n'y a eu aucune demande formelle de la part du gouvernement haïtien envers Cuba dans le cadre de cette pandémie, malgré évidemment toutes les compétences et toute la générosité que nous connaissons au niveau de Cuba. Mais ils sont présents, il y a des épidémiologistes qui sont là, qui travaillent sur le terrain, mais évidemment, on aurait pu bénéficier d'un appui beaucoup plus important de Cuba si on avait un autre gouvernement avec notre contour politique et idéologique. Donc là encore, rien n'est fait pour profiter de cette coopération. Au niveau de la République dominicaine aussi, c'est quelque chose que nous voulons dénoncer parce que nous sommes 2 pays partageant une très longue frontière de près de 400 km et il n'y a eu aucun effort pour une gestion concertée entre les 2 gouvernements de la crise. Donc, ceci s'est traduit comme en République dominicaine, le nombre de cas de Covid a été beaucoup plus massif qu'en Haïti et encore beaucoup plus massif. Et la République dominicaine, c'est le pays le plus affecté de la Caraïbe. Donc, il y a eu une espèce d'exode des travailleurs haïtiens qui ont fui la République dominicaine pour se réfugier en Haïti. On parle de près de 150 000 travailleurs haïtiens qui sont revenus de la République dominicaine vers Haïti. Et évidemment, il n'y a eu aucune gestion intelligente de ce flux migratoire et avec toutes les possibilités de contagion possibles, n'est-ce pas, de ces arrivants. Et les premières conversations entre les 2 présidents ont eu lieu la semaine dernière. Donc, il y a eu effectivement une négligence et une absence totale de volonté de faire une gestion concertée de la crise. De la même façon également, il n'y a pas eu une volonté pour que la CARICOM, puisque Haïti est membre de la CARICOM, qu'il y ait une réponse concertée au niveau de la CARICOM. Ceci nous rappelle que ces marchés communs sont plus des marchés communs pour les entreprises que pour défendre la vie, comme malheureusement on a vu cette malheureuse expérience également en Europe. Hein. Donc, au niveau des mouvements sociaux, il y a des contacts réguliers. Par exemple, il y a eu des organisations haïtiano-dominicaines qui ont offert leur coopération, qui ont offert la disponibilité de brigades de médecins et d'infirmières pour les mettre à notre disposition. Mais ce sont des choses qui se concrétisent très lentement et qui ne sont pas du tout favorisées par le cadre étatique qui existe dans les 2 pays.
la ségrégation, la discrimination contre les Haïtiens en République dominicaine s'est intensifiée. Et en général, même celles qui sont en République dominicaine depuis plus d'une vingtaine, complètement marginalisées de ces subsides. Donc, les migrants haïtiens ont encore une fois payé le coût de cette crise et n'ont pas eu accès aux différents avantages, entre guillemets, donnés par le gouvernement dominicain. Tu as répondu à une des questions d'ailleurs que nous venaient de nos téléspectateurs, ce qui prouve que malgré les coupures, les gens s'accrochent. Et il y a une autre question, c'est sur, tu sais, 32% du PIB viennent des envois de fonds de la diaspora. Est-ce que ces envois continuent ou bien est-ce qu'ils ont été stoppés par le Covid, si je puis dire, ou ralentis? Il y a eu une diminution importante. Les banques parlent de 8% de diminution, entre 8 et 10%. Et la Banque mondiale prévoit une réduction des transferts de l'ordre de 25 à 30%. On avait souhaité avoir ce rendez-vous avec Camille Chamers, directeur exécutif de la PAPDA, économie, professeur d'économie, des animateurs du mouvement de la papaye, pour avoir un petit peu la situation et l'impact du Covid. Il est aussi membre de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe. Et à ce titre-là, on souhaitait avoir donc son point de vue à la fois sur la situation en Haïti et ses environs, ses relations internes et externes, mais aussi un point de vue plus général sur la situation que vit l'Amérique latine aujourd'hui, d'avoir ce retour d'Haïti et ce retour sur cette île qui était déjà en grande difficulté et que le Covid-19 a accentué, a accéléré. Sa position à Camille, qui est depuis longtemps très actif depuis le départ des forums sociaux mondiaux, tout ce qui concerne les assemblées des peuples de la Caraïbe, l'Amérique latine, notamment depuis que la MINUSTA a aussi occupé, on va dire, au prétexte de renforcer la sécurité, occuper ce pays pendant très longtemps avec toutes les conséquences que ça peut avoir aussi, y compris en termes de santé. Cela étant, Camille, tu nous parlais des transferts de fonds de la diaspora et tu nous disais qu'ils étaient en baisse de 8 à 10% et que forcément, ça allait avoir des conséquences aussi économiques. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, le chiffre que tu nous donnes, là, le 32,5, c'est pour 2018. En 2019, c'était encore plus important. C'était 35% du PIB. Donc, oui. Donc c'est vraiment, ça va être, c'est un coup dévastateur. Et en plus de l'impact économique direct sur la cessation de certaines activités, par exemple le tourisme, même si Haïti n'est pas une destination touristique importante au niveau des Caraïbes, mais par exemple les activités de croisière qui attiraient c'est autour de 700 000 personnes chaque année sont complètement disparues avec les emplois qui vont avec. Donc il y a évidemment, comme on va l'analyser plus tard, quand on va voir l'Amérique latine et les Caraïbes, la nature dépendante de notre économie implique que les conséquences du Covid-19 sont particulièrement dévastateurs sur le plan de l'emploi, sur le plan de la croissance et sur le plan de la continuité de la plupart des activités économiques. Je précisais qu'effectivement, on ressent déjà la diminution des transferts. D'ailleurs, la monnaie nationale a continué à chuter, justement, ce qui indique qu'il y a moins de disponibilité en termes de dollars sur le marché national et que ça va avoir un impact absolument dévastateur sur le niveau de vie des gens et leurs possibilités en termes de revenus. Et ce qu'on voudrait avoir maintenant, c'est un peu ton sentiment sur la situation plus large en Amérique latine. Ton regard de représentant de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe, comment aujourd'hui le Covid touche aussi les autres parties de l'Amérique latine
et quels sont les retours que tu as? Oui, donc au niveau de l'Amérique latine, effectivement, au niveau de l'Amérique latine et de la Caraïbe, les conséquences sont absolument dramatiques. Le CEPAL déjà annonçait que pour 2020, on aurait le taux de croissance de 1,3%. Et tout de suite au début de la pandémie, ils ont fait une révision en disant qu'on aurait une récession de 1,8%, croissance négative de 1,8%. Et 2 mois plus tard, ils annoncent que non, la contraction va être encore plus sévère et qu'elle atteindra 5%. Donc 5% de chute au niveau du PIB régional, ce qui signifie quelque chose de comparable à ce qu'on a connu pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1930. Donc là, c'est considérable et c'est une contraction évidemment dramatique pour les secteurs populaires. Et, et la situation est aggravée en Amérique latine par l'attitude des gouvernements d'extrême droite, notamment le gouvernement de Bolsonaro, le gouvernement de Lénine Moreno, qui ont joué au négationnisme et au déni pendant longtemps et qui aujourd'hui affichent des positions tout à fait inacceptables en priorisant la relance des activités économiques au mépris des mesures de protection minimum pour la vie des citoyens et des citoyennes. Donc, on peut dire aussi que le COVID-19 arrive en Amérique latine dans une situation où le gouvernement Trump a tout fait pour saboter les différents mécanismes d'intégration régionale qui avaient fleuri et qui avaient donné des résultats assez importants dans les décennies précédentes. On parle de l'UNASUR, on parle de CELAC et de l'ALBA. Et ces 3 mécanismes d'intégration n'ont pas été du tout capables de répondre à la crise parce que justement, ils font l'objet de sabotage systématique et la plupart des gouvernements qui dépendent de Trump se retirent de ces mécaniques d'intégration pour justement répondre aux demandes politiques de reprise en main et reprise de contrôle sur le continent. Donc, en ce sens, on peut dire que également, la crise du COVID arrive en Amérique latine dans une situation où les investissements en santé publique sont très faibles. Et en Amérique latine, en moyenne, c'est 2,2% du PIB qui est investi en santé publique, alors que l'OMS recommande un minimum de 6%. On parle entre 2,2 et 2,5 lits par 1000 habitants. Donc, une situation où la plupart des systèmes de santé sont tout à fait incapables de répondre, même à la demande normale et quotidienne de la population, voire à la demande qui peut être générée par une crise de cette ampleur. Donc, en Amérique latine, je pense que la situation est tout à fait dramatique et les différentes prévisions montrent que l'impact économique sera dévastateur et déjà commence avec des conséquences dramatiques. Alors, je disais, pendant que des amis nous envoient pour nous soutenir des messages de soutien. Alors, il y a Amandine au Chili, il y a notre co-rédactrice en chef qui animera sur l'Équateur qui nous envoie aussi un message. Il y a Josué de Chevilly-Larue, ouais, il y a des messages qui nous viennent. Et parmi les messages, il y a une interrogation que je te donne tout de suite, Camille, pour répondre à cet téléspectateur, cet ami de notre émission. C'est quelle est la politique de la France et de l'Union européenne par rapport à Haïti? Est-elle associée à la politique de Washington? Est-ce qu'elle soutient elle aussi ce gouvernement au pouvoir? Oui, tout à fait. Donc là, c'est un point essentiel que je voulais soulever à la fin de cet entretien. Je crois qu'on va y passer directement. Regarde la situation. Parce que c'est important que tu nous donnes, ce qui va nous permettre d'ailleurs d'avancer sur le fait de comment on peut apporter notre solidarité, nous, de France et d'ailleurs, au peuple haïtien. Oui, donc la politique de l'Union européenne envers Haïti s'inscrit totalement à l'intérieur du paradigme de l'ajustement structurel des IFI, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Et il y a l'un des objectifs essentiels de l'Union européenne en Haïti, c'est la signature des APE, des accords de partenariat économique, et sur lesquels les mouvements sociaux ont développé une très, très longue mobilisation, puisque ce sont des APE qui sont évidemment un outil très, très, très important
dans le cadre de la libéralisation des marchés et qui aurait des conséquences catastrophiques sur Haïti, notamment sur la possibilité de développer certaines filières industrielles. Les exigences de financement de l'Union européenne sont associées aux mêmes conditionnalités du Fonds monétaire international, ça veut dire l'application des mesures d'ajustement structurel, ça veut dire libéralisation commerciale, ça veut dire libéralisation financière. Et l'Union européenne insiste beaucoup sur la privatisation des services sociaux de base, éducation, santé, télécommunications. Et c'est clair que, en fait, le représentant de l'Union européenne en Haïti a déclaré que c'était son objectif prioritaire, c'était de forcer l'adoption des APE, puisque Haïti est l'un des rares pays de la Caraïbe qui a refusé de signer les APE et qui... En deux mots, tu rappelles les APE, hein, c'est les accords de libre-échange du Pacifique. C'est ça. Donc, ce sont des accords de partenariat économique qui sont signés avec les différents blocs de l'Afrique, Pacifique et de la Caraïbe et qui exigent un ensemble de changements structurels au niveau économique interne, notamment au niveau, par exemple, de la privatisation de certains services et éducation, santé notamment. Et en fait, donc globalement, la politique de l'Union européenne était en parfaite cohérence avec la politique des États-Unis. Et vers Haïti, ils ont soutenu l'opération honteuse de la MINUSTAH. Ils ont soutenu la MINUSTAH, ils ont financé la MINUSTAH. Et alors que le bilan de la MINUSTAH est tout à fait catastrophique, non seulement ça n'a pas du tout rempli les objectifs cités, mais comme vous le savez, la MINUSTAH a introduit en Haïti une maladie qu'on appelle le choléra, une épidémie de choléra qui a tué entre 30 et 40 000 personnes. Et jusqu'à présent, rien n'est fait de significatif au niveau des Nations Unies ou des puissances qui ont accompagné cette intervention militaire pour indemniser le peuple haïtien. Donc, justement, il est très important que dans cette conjoncture qui remet en question, heureusement, la plupart des dogmes dominants du néolibéralisme, il faut forcer à des changements significatifs au niveau des accords internationaux, notamment la suspension d'un ensemble d'accords de libre-échange et la redéfinition des accords de partenariat sur une base totalement différente. Aujourd'hui, par exemple, on doit s'orienter vers un renforcement de la régionalisation économique. Il est clair que la délocalisation effrénée à laquelle nous avons assisté avec le capitalisme néolibéral de ces 20 dernières années nous met dans une situation de vulnérabilité, de fragilité insoutenable. Donc aujourd'hui, il faut absolument reprendre les mécanismes d'intégration régionaux, d'intégration comme le CELAC, comme le CARICOM, comme l'ALBA, de façon à ce qu'effectivement, il y ait au niveau de la vie économique régionale des possibilités de dynamiser des changements économiques véritables. Il faut aussi une annulation complète de la dette externe réclamée à nos pays. Nous savons qu'au niveau de la Caraïbe, nous avons 12 pays de la Caraïbe qui sont parmi les plus endettés du monde, avec un stock de la dette qui représente 70% de leur PIB. Donc, il faut absolument profiter de cela pour reconsidérer la question de la dette et aller beaucoup plus loin que les allègements qui ont été acceptés par le G20, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui ne peuvent pas résoudre effectivement le problème de la dette. Et donc, il faut aller beaucoup plus loin et penser à une annulation globale. Et nous, au niveau de la PAPDA, on appuie les différentes réclamations de réparation qui surgissent au niveau des peuples de la Caraïbe en général. Donc, il faut une véritable rupture avec les dogmes du néolibéralisme. Il faut rompre avec les accords de commerce qui aujourd'hui font pression pour ouvrir de façon totale les espaces économiques en empêchant aux différentes régions, aux différents pays d'avoir des stratégies nationales et régionales. Il faut aussi reprendre la question migratoire. Donc là, nous savons qu'il y a des cohortes très, très importantes de migrants de la Caraïbe qui résident dans les pays européens. Et malheureusement, au cours de ces dernières années, il y a eu une politique très discriminatrice au niveau de la migration, avec des effets dramatiques sur les Caraïbens qui vivent en Europe. Donc, il faut une nouvelle question, une nouvelle
une nouvelle vision de la question de la migration. Et il faut que la migration soit une priorité dans les négociations entre les pays de la Caraïbe et l'Union européenne. Il faut arrêter également les pressions pour la privatisation des services d'éducation et de santé. Nous voyons aujourd'hui que seuls les services publics de santé peuvent répondre à des crises de cette ampleur et peuvent répondre aussi à la demande courante en termes d'éducation et de santé au niveau des populations. Il faut également financer l'économie paysanne. Encore une fois, la crise, qui est une grande révélatrice, montre que la possibilité de traverser cette crise avec plus ou moins de casse dépend de la capacité de l'économie paysanne pour répondre aux différentes crises de rareté qui vont se produire sur le marché d'approvisionnement, notamment alimentaire. Je dois rappeler que la Caraïbe est très dépendante pour son alimentation des importations qui viennent de l'extérieur. Dans la plupart des pays, dans beaucoup de pays, nous sommes à 70% d'importation de denrées alimentaires, ce qui signifie que nous aurons probablement des épisodes de famine très graves au niveau de la plupart des pays de la Caraïbe et qui ne peuvent être compensés que par de nouveaux investissements au niveau de l'économie paysanne et mettre l'économie paysanne vraiment dans les priorités au niveau des investissements publics. Voilà, donc je pense qu'également, au niveau des mouvements sociaux, nous avons besoin d'un appui très important dans la lutte contre l'extrême droite fasciste, parce que comme nous avons appris de l'histoire, les crises de ce genre peuvent déboucher sur un renforcement des cliques fascistes d'extrême droite et toute la question du repli sur soi, du repli national, entre guillemets, etc. Donc, c'est un danger qui menace également les démocraties des pays du Sud et les démocraties latino-américaines et caraïbes. Et en ce sens, c'est très, très, très important que les partenaires que nous avons en Europe entendent bien cet enjeu et peuvent se mobiliser avec les forces progressistes et patriotiques pour justement empêcher que les secteurs de droite profitent de la crise et nous entraînent vers une destruction des institutions démocratiques que nous essayons de construire. Justement, vos liens avec les mouvements sociaux brésiliens qui subissent aussi avec Bolsonaro un mouvement d'extrême droite et un président d'extrême droite. Oui, tout à fait. Nous avons en Haïti depuis 2008 une brigade paysanne de solidarité qui a été montée par le MST, mais qui aujourd'hui est assumée par Via Campesina et qui travaille avec les organisations paysannes haïtiennes. Et vraiment, ils font une contribution exceptionnelle, magnifique. Et avec ce mouvement-là aussi, on a monté une nouvelle école de formation politique qu'on appelle l'école de formation Charlemagne Peralt. Charlemagne Peralt, c'est le dirigeant qui a résisté contre l'occupation américaine au début du XXe siècle. Et donc, on a une coopération solidaire extrêmement intéressante sur le plan de l'agroécologie, sur le plan de la lutte pour la réforme agraire, sur le plan de la lutte contre l'agrobusiness et la percée des multinationales minières, parce qu'aujourd'hui, c'est la grande menace pour Haïti et la République dominicaine, c'est la percée des grandes transnationales minières qui veulent absolument installer des exploitations aurifères à ciel ouvert, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Et donc, en Haïti, nous avons une coalition qui est montée à cet effet pour lutter contre cela, qui s'appelle le KJM, Collectif Justice Mine. Et nous venons de réaliser un forum binational avec les organisations dominicaines pour justement mettre en place une stratégie conjointe de résistance, puisque les multinationales, justement, dans leur stratégie, considèrent le territoire des deux pays comme un seul territoire et veulent intensifier l'exploitation minière, surtout au niveau de l'exploitation de l'or, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la disponibilité d'eau et sur la santé de la population. Il y a un des membres, José Montes du Monténégro, je pense, qui nous pose la question de que pensez-vous de la guerre commerciale des États-Unis et de la Chine et quelles conséquences pour l'Amérique latine? La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que tu veux... Oui, bon, il est clair que nous sommes, malheureusement, on n'a pas eu le temps de développer sur le cas de l'Amérique latine, mais nous sommes dans une période de transition hégémonique au niveau mondial, c'est très, très clair. Et au niveau de l'Amérique latine, la Chine s'était affirmée comme principal partenaire commercial avec les plus grandes économies de l'Amérique latine. Et nous avons déjà des investissements considérables au niveau de certains secteurs stratégiques. Donc, au niveau de la Caraïbe, le gouvernement haïtien continue
à maintenir des relations avec Taïwan, et alors que la plupart de nos voisins ont déjà des rapports avec la République populaire de Chine. Mais de toutes les façons, je crois que ce qui est fondamental, c'est la possibilité pour nos pays d'élaborer des projets nationaux, souverains, qui tiennent compte des droits des peuples, des intérêts fondamentaux des différentes populations et qui peuvent négocier avec les grandes puissances justement sur la base d'un projet clairement défini. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque dans la plupart des cas, c'est simplement la mise en application des décisions qui sont prises à Washington ou en Europe. Une autre question, mais là, on revient un peu à un des points sur lesquels on voulait chuter et conclure, si je puis dire, mais en tout cas, si n'est conclure, que tu nous éclaires sur l'aide que l'on peut vous apporter. Comment en France ou ailleurs, puisque comme tu as pu le voir, on est entendu un peu partout, bien que ce soit FAL, et c'est le réseau France-Amérique latine, si je puis dire. On me demande, notamment depuis l'Orient, que peut-on faire pour aider? Oui, bon, nous sommes partisans d'une dynamique de solidarité, comme celle que nous avons avec France-Amérique latine depuis très longtemps. Donc, c'est une solidarité qui peut s'articuler à différents niveaux. Premier niveau, c'est la question de l'information. Parce qu'en général, au niveau de l'Europe notamment, au niveau de la France, on ignore ce qui se passe en Haïti, on ne comprend pas les enjeux. Et c'est comme ça que nous avons vu, par exemple, beaucoup de gens en Europe, même supposément progressistes, appuyer l'intervention militaire en Haïti. Donc, faire comprendre ce que nous sommes en train de vivre en Haïti, quels sont les enjeux réels, quelles sont les forces en présence, et surtout montrer que nous avons un mouvement populaire dynamique qui est sur la scène politique, qui s'affirme de plus en plus, qui est en train de se construire et qui a des revendications très précises et une vision nationale. Donc, je pense que ça, c'est très, très important de travailler contre la désinformation parce que la presse internationale dominante projette une idée d'Haïti qui est complètement fausse et qui ne permet pas aux gens de se solidariser véritablement. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, et nous pensons qu'il faudrait essayer de construire une solidarité concrète au niveau de certains chantiers fondamentaux pour nous. Par exemple, nous avons le chantier de l'alphabétisation, qui est fondamental pour nous et qui est un chantier à travers lequel nous pensons qu'il serait possible de modifier des choses fondamentales dans le tissu social haïtien en mettant en contact des secteurs qui, en général, ne se rencontrent pas. Nous avons le chantier de la reforestation, puisque le territoire haïtien a été systématiquement pillé pendant plus de 500 ans par les différentes occupations coloniales. Il y a eu un processus de destruction environnementale dramatique. Et aujourd'hui, nous avons la responsabilité de reconstruire cet environnement. Et cette reconstruction doit se faire en tenant compte aussi de la disponibilité abondante que nous avons au niveau des jeunes, au niveau des universitaires, des scolarisés, etc., mais qui permettrait aussi de créer des emplois en milieu rural. Ça veut dire que ça doit être une reforestation qui s'articule avec une stratégie d'agroforesterie et qui permettrait également d'augmenter la productivité en milieu rural. Donc ça, c'est un deuxième chantier. Le troisième chantier que nous voyons qui est prioritaire, c'est le chantier de l'éducation et de la santé, puisque ces deux systèmes publics ont été particulièrement dégradés par 30 ans de néolibéralisme effréné, et il est nécessaire aujourd'hui de reconstruire les capacités des systèmes d'éducation et de santé publique. En particulier, nous avons une crise très grave de ressources humaines avec une hémorragie vers la migration, où la plupart des ressources humaines sont captées par la migration ou par les ONG. Donc, je dirais qu'au niveau de ces trois chantiers, il y a la possibilité de construire une solidarité concrète, et une solidarité concrète qui ne serait pas médiatisée par les grandes bureaucraties que nous connaissons, mais qui pourrait tisser des liens directs de peuple à peuple. Par exemple, la formule de la brigade de solidarité expérimentée avec le mouvement paysan sans terre me paraît tout à fait adaptée et donne déjà des résultats convaincants. Bien, ben écoute, je pense que, à moins que d'autres questions nous arrivent entre-temps,
je pense qu'on va essayer de conclure cette partie de lien entre nous et Haïti, peut-être en te demandant un petit peu comment tu vois la période qui vient, à la fois dans vos relations au niveau du pays, les relations au niveau de la République dominicaine, la relation avec l'Amérique latine, comment tu envisages un peu la période à venir compte tenu de tout ce que tu nous as dit, hein. J'imagine que te connaissant, il garde un optimisme, mais un optimisme, j'imagine, raisonné. C'est quoi l'optimisme raisonné que tu pourrais avoir sur le futur, si je puis dire, assez proche, enfin dans l'année qui vient? Oui, donc nous sommes dans une période particulièrement difficile en Amérique latine, qui est caractérisée par une agression tous azimuts de l'administration américaine, qui essaie de reprendre la main, de reprendre le contrôle sur le continent, et qui est prêt à tout faire pour reprendre ce contrôle, notamment en appuyant des dictatures comme celle du Honduras, des régimes criminels qui assassinent tous les jours des environnementalistes et des défenseurs de droits humains, ou qui appuient, comme le régime politique en Colombie, pas avec un solde impressionnant de vies humaines qui sont fauchées chaque semaine en Colombie. Donc, c'est une domination impériale dans le cadre de cette transition hégémonique qui n'a même plus besoin du voile démocratique. C'est une domination qui s'accommode des régimes politiques dictatoriaux, des régimes politiques qui violent les droits humains et qui n'a plus besoin de se parer, pas, de cette hypocrisie de défense des droits humains que les Américains se sont toujours fait présenter comme les premiers champions au niveau mondial. Donc là, nous sommes dans une conjoncture où la lutte est très, très, très difficile et il faut évidemment tirer les leçons des 2 décennies passées, des différents efforts qui ont été tentés dans différents pays, des échecs, mais aussi il faut reprendre la lutte en créant des plateformes, des fronts démocratiques, des fronts progressistes à travers lesquels il est possible de réaliser les ambitions des mouvements sociaux qui ne se sont jamais tués, malgré la répression, malgré les assassinats. Il faut dire qu'en Amérique latine, nous avons des mouvements sociaux actifs, dynamiques, qui sont à l'offensive, qui prennent des risques. On a vu, par exemple, en 2019, cette vague impressionnante de mobilisation dans au moins 5 ou 6 pays. Et je crois que cette vague de mobilisation va reprendre et doit reprendre, et sur la base justement de cette gestion médiocre, voire criminelle, de la crise du Covid-19 qui a été faite par la plupart des gouvernements. Donc, je pense que l'heure est à la construction de mouvements sociaux antisystémiques, à la construction de réseaux de mouvements sociaux antisystémiques qui doivent non seulement continuer les grandes mobilisations de 2019, mais tirer les leçons de la crise du Covid et offrir aux populations des alternatives réelles qui permettent d'avancer dans le sens de la construction d'une autre Amérique latine et d'une autre Caraïbe. Et dans ce sens-là, je crois qu'il y a beaucoup de masques qui sont tombés. La crise du Covid-19 a été un magnifique révélateur de la monstruosité de la domination du capitalisme néolibéral et de la nature de la domination impérialiste que nous avons dans la région. Écoute, merci Camille de cet espoir. Je t'invite à nous faire un bel article pour le prochain FALMAI hors série, puisque comme tu le sais, FAL, cette année, c'est 50 ans d'activité au service et de la solidarité internationale avec l'Amérique latine, la Caraïbe. Et dans ce prochain hors série spécial 50 ans, on aimerait que figure en bonne place la situation d'Haïti. Mais avec tout ce que tu nous as dit, je suis persuadé qu'il ne sera pas difficile ce sera même plutôt difficile de nous faire un article synthétique, mais te connaissant, ça devrait pouvoir se faire. Et je pense que ça ravira tout le monde d'avoir un bel article sur la situation d'Haïti avec une rétrospective de ces 10-20 dernières années qui sont très riches pour toute l'Amérique latine, mais aussi pour Haïti. Merci donc beaucoup à toi, Camille. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. En leur rappelant que
La deuxième discussion sur la crise sanitaire se passera avec l'Équateur, avec comme intervenant, je le disais, Mathieu Lecong, politiste, membre du mouvement écologiste populaire, la MEP de Quito, pardon, et c'est Cathy Ferré, membre du bureau national de FAL et co-rédactrice en chef de la revue FALMAG, qui modérera cette prochaine rencontre sous forme de Facebook Live avec FAL et nos amis latino-américains mardi prochain, donc mardi 2 juin à 19h sur Facebook Live. Merci Camille. Je ne sais pas si on peut remettre ton image. Merci beaucoup Fabien, merci. Je ne sais pas si on peut remettre ton image, mais je suis vraiment désolé que ça soit passé un peu comme ça. Oui. Mais je dirais que l'image est une chose. Je remercie pour l'invitation et je vous salue fraternellement et je pense qu'on va continuer à développer cette solidarité tellement nécessaire et plus nécessaire que jamais. Merci beaucoup et salut aussi de notre part tous nos amis et camarades haïtiens qui travaillent avec toi, autour de toi et pour le peuple haïtien et en lien avec toute la Caraïbe. À bientôt et merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye bye.